Bonjour à tous, bienvenue au Design Spot, même si c'est à distance, mais bon, les temps vous les connaissez. On est très heureux de vous accueillir ici, vous êtes nombreux. Très heureux de vous accueillir dans le contexte de cet événement qui se tient dans le cadre de la France Design Week, que vous connaissez sans doute. La France Design Week, c'est 3 semaines de promotion du design par les acteurs du design. Donc nous nous inscrivons dans cette initiative. Et je tiens à remercier la PCI qui coordonne cet événement, enfin cette série d'événements qui se tient dans toute la France. Et d'ailleurs aussi pour l'ensemble des actions qui mènent en faveur du design. J'ai avec moi donc aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir aussi avec nous comme invité Valérie Montandon, qui est conseillère régionale d'Île-de-France, chargée de la stratégie du design. Il y a également Camille Keinec, qui est juste à ma gauche, chargé de projet innovation et entrepreneuriat au sein de l'Université Paris-Saclay. Christian Bolsmarer, lui, est porteur du projet Sound, dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Il est ingénieur de recherche au LISA, CEA-LIST, un des laboratoires du CEA. Et puis Samuel Akocheberi, que sans doute pas mal d'entre vous connaissent déjà peut-être, qui est donc designer et qui a été missionné sur ce projet Sound dont on parlera un petit peu plus tard. Avant toute chose, comme je ne suis pas certain que tout le monde soit parfaitement au fait de ce qu'est l'Université Paris-Saclay, c'est quand même une institution relativement récente. J'ai quand même préparé quelques slides, ça va être très court, mais pour vous dire ce que représente l'Université Paris-Saclay. Donc c'est 14 établissements réunis, 7 établissements d'enseignement, des établissements d'excellence. Donc il y a l'Université Paris-Saclay en tant que telle, Aix-Paris-Orsay, Paris-Sud, Versailles-Saint-Quentin, l'Université d'Evry et 4 grandes écoles, donc Centrale Supélec, l'ENS Paris-Saclay, AgroParisTech et l'Institut d'optique, l'IOGS. Et puis il y a 7 instituts de recherche, le CEA, le CNRS, l'INRIA, l'INRA et l'ONERA, l'INSERM et, j'en oublie un, l'IHES. Voilà. C'est un gros navire. C'est 48 000 étudiants, c'est 9 000 chercheurs, 275 laboratoires de recherche, c'est une centaine de startups qui se créent par an, et c'est 13% de la recherche française, l'Université Paris-Saclay. C'est récent, c'est pas encore très connu parce que c'est une institution qui est encore en train de se mettre en place, mais c'est d'ores et déjà quelque chose qui a obtenu des résultats très significatifs. C'est la 13e université mondiale au classement de Shanghai, c'est la première université mondiale en mathématiques, et c'est la première université française. Cette université dispose d'un centre de design qui s'appelle le Design Spot et qui organise un certain nombre d'actions en faveur du design. Alors ça peut être des think tanks, tel que vous le voyez là à l'écran, ça peut être des pitchs, des répétitions, des ateliers pluridisciplinaires de design qui peuvent réunir ingénieurs et designers. C'est un espace d'exposition, de conférences. Et puis nous avons aussi des capacités, nous avons aussi accès à des ressources de prototypage rapide qui nous sont très précieuses. Bon, tout ça c'est des moyens, mais ces moyens ne pourraient pas être mis en œuvre si on n'avait pas une équipe. Alors cette équipe, je leur rends hommage, ils ont beaucoup travaillé pour cet événement d'aujourd'hui. Donc Lorraine Borges, c'est une nano-équipe. Donc Lorraine Borges, qui est notre coordinatrice, Clément Delandrea, qui est l'homme de la communication sur l'ensemble de nos actions, et Yoann Montenot, qui m'assiste au quotidien sur les missions de promotion et d'accompagnement en design. Alors c'est une nano-équipe, mais c'est aussi finalement une équipe assez importante, puisqu'elle s'appuie sur un pool d'une trentaine de designers externes, qui sont tous des professionnels. Et parmi cette trentaine de designers externes, on a à peu près une dizaine minimum qui travaillent en permanence pour nous. Donc finalement, c'est plutôt une équipe de 15-20 personnes, mais à géométrie extrêmement variable. Le Design Spot, c'est 3 missions principales: promouvoir, accompagner et rechercher. Alors promouvoir, c'est, comme le nom l'indique, faire la promotion du design dans l'ensemble de l'écosystème Paris-Saclay, qui est extrêmement large, et qui est, on peut le dire, assez peu acculturé sur ces disciplines. L'Université Paris-Saclay a un focus scientifique, sciences dures, très important, même s'il y a aussi également des sciences humaines et sociales, mais c'est donc un monde qui est assez peu accoutumé à travailler avec des designers, et on a une mission importante donc de promotion à l'intérieur de cet écosystème, convaincre que le design peut apporter des choses intéressantes pour ces chercheurs et aussi pour ces étudiants.
On le met en place de différentes façons que je ne vais pas détailler ici, ça serait un peu trop long. Mais sachez qu'on est très actif dans le domaine, y compris dans le domaine de la formation, que l'on développe de façon assez soutenue. La deuxième mission, qui est une mission essentielle aussi, c'est une mission d'accompagnement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à convaincre des chercheurs ou des start-upers de faire appel au design, il faut être capable de les accompagner de façon extrêmement concrète. Et là, on travaille, on a un positionnement qui est un peu hybride entre un hub et une agence. Dans le sens où on prend un brief, on essaie de comprendre de quoi il s'agit, on va établir un diagnostic, éventuellement une stratégie design, on va chercher des ressources qui sont compétentes pour traiter du sujet, donc des designers professionnels, on va chiffrer, et ensuite on accompagnera le projet du début à la fin sous forme de direction de création auprès des designers que l'on missionne ou sous forme de conseil auprès des porteurs de projets qui, la plupart du temps, n'ont jamais travaillé avec des designers. On va développer cet axe-là au fur et à mesure de la présentation, vous verrez. Et puis il y a une troisième mission qui est une mission de recherche que l'on mène avec des écoles. On a 2 programmes de recherche qui vont s'engager là maintenant à la rentrée en octobre. L'un avec l'ENSI et l'autre avec Strat. Quand on parle de design, c'est l'avalanche tout de suite. Pour simplifier, disons que, enfin l'avalanche de disciplines. Pour simplifier, disons que nous couvrons, on peut dire quasiment toutes les disciplines du design. Les principales sont design de produits, user experience, user interface, branding, pas mal de design d'espace aussi, et puis bon, voilà, du packaging en fonction des besoins et des choses qui nous arrivent. Voilà pour être rapide, je dirais, parce qu'on aurait tellement de choses à dire, mais voilà pour être rapide sur la présentation de l'Université Paris-Saclay et du Design Spot. Je passe la parole à Camille Kainek, qui est donc à ma gauche, chargée de projet innovation et entrepreneuriat, Université Paris-Saclay. Juste avant de passer la parole, je voudrais simplement ici dire à quel point cette direction qui est représentée par Tania Di-Gioia, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, a été motrice dès le début dans l'introduction du design dans les programmes de recherche. Ça a été une facilitatrice extrêmement forte et je tiens à le rappeler ici. Camille ? Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Camille Kainek, chargée de projet innovation et entrepreneuriat au sein de la direction de la recherche et de la valorisation de l'Université Paris-Saclay, qui est sous la responsabilité de Tania Di-Gioia. Et aujourd'hui, je suis également responsable de l'appel à projet POC in Labs que je vais vous présenter assez rapidement, mais dans les grosses lignes. Donc, c'est un appel à projet qui est à destination de la communauté de scientifiques de l'université, donc périmètre à 14, comme l'a rappelé Vincent. Donc il est destiné aux enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants de l'université. Il a été lancé en 2013 et renouvelé chaque année, donc preuve en est de son intérêt et puis de son impact auprès de cette communauté de scientifiques et de chercheurs. Donc cette année, nous allons très certainement lancer la 9e édition qui sera ouverte à partir de mars 2022. Donc les candidatures pourront être déposées entre mars et avril 2022. Alors, POC in Labs, c'est un appel à projet qui vise à identifier et à soutenir les projets d'innovation qui ont un potentiel de valorisation socio-économique, que ce soit des projets technologiques, que ce soit des projets sociétaux ou des projets dans le domaine social et solidaire. Donc, pour être un peu plus concrète, c'est un appel à projet qui est un programme de financement de la prématuration. Donc la prématuration vise à soutenir les premières étapes du processus de valorisation, donc comme son nom l'indique, qui sont en amont de la maturation. Donc l'idée pour POC in Labs, c'est de soutenir les porteurs de projets en les aidant aussi à identifier des potentiels obstacles à un éventuel transfert technologique. Donc l'objectif de ce financement, de cet appel à projet, c'est pour les porteurs de développer leur preuve de concept, mais aussi de produire une stratégie de valorisation
et également de pouvoir identifier une équipe pour la maturation de leur projet. Afin d'accompagner les lauréats de cet appel, l'Université Paris-Saclay met également à disposition en parallèle de ce complément financier pour la POC, elle met à disposition des modules et des prestations pour les porteurs lauréats. Donc les prestations, ça va être une prestation du potentiel économique et juridique qui vont pouvoir être menées auprès de la SAD Paris-Saclay. Et les modules de formation et de sensibilisation, les porteurs de projets vont pouvoir bénéficier d'un module de formation à la création d'entreprises avec l'incubateur Incubaliance qui est sur le plateau. Et depuis 2018, nous bénéficions donc de l'apport et de l'implication de designers donc dans le cadre d'un module de sensibilisation au design. Donc nous collaborons avec le Design Spot dans ce cadre. C'est un module qui fonctionne très bien puisque les porteurs de projets et les chargés d'affaires qui suivent ces projets bénéficient vraiment d'un module qui est complémentaire, qui a de réels intérêts et un impact fort pour les porteurs, mais on en reparlera bien entendu, Vincent, un peu plus précisément. Je voulais juste parler de l'apport en précisant que c'est vraiment un module de sensibilisation pour les porteurs, un module pédagogique qui leur permet vraiment de prendre conscience de la réalité du marché, mais ça leur permet également, grâce au design, d'avoir un accroissement, une accélération de leur projet, du développement de leur projet dans le transfert technologique. Alors, je voulais aussi refaire un point sur l'accompagnement qui est proposé dans le cadre de ce module par des designers, donc en partie par Samuel, on y reviendra également, mais c'est un travail donc, qui est mené auprès de designers et de scientifiques qui reste assez délicat puisque les designers doivent prendre la mesure de toute la complexité de la technologie qu'ils accompagnent, tout en proposant des solutions qui soient à la fois créatives, des solutions qui soient à la fois raisonnées et sensées, tout en ayant toujours une attention particulière sur l'expérience d'utilisation dans la formalisation des solutions qui vont être proposées. Donc aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir sur cette slide, Pokin Labs, donc depuis 2013, c'est 8 appels à projets, 230 projets qui ont été soutenus depuis ces 8 éditions, depuis 8 années, sur 443 projets qui ont été reçus. Et l'ensemble des projets financiers a bénéficié de fonds à hauteur de 15 millions et quelques d'euros. Donc par rapport au Design Spot, donc depuis 2008, 32 projets... Par rapport 2018, j'ai dit 2008, non pardon, 2018, effectivement, ça fait 4 ans qu'on collabore avec le Design Spot. C'est 32 projets qui ont été accompagnés ou qui vont pouvoir être accompagnés, donc ça fait environ 8 par projet. Et preuve en est, il y a plusieurs, ce que j'appelle success stories de projets qui ont fait appel au design pour les développements et pour intégrer le design dans leur processus de prématuration. Donc, dont le projet Sand, dont on parlera aussi un peu plus par la suite, qui est un projet effectivement dont le design a eu un réel impact. Et des intérêts effectivement dont on reparlera. Les projets donc, qui ont été financés l'ont été sur des fonds IDEX, donc investissement d'avenir. Donc c'est environ 65 000 € par projet. On bénéficie également de cofinancement de l'ABEX qui sont partenaires et qui s'associent chaque année à l'appel à projet dans le cadre du financement de la preuve de concept. Et une partie de ces fonds IDEX sont également dispensés pour le module de design. Et la région Île-de-France accompagne également les porteurs de projets dans le cadre de ce module, puisqu'elle, dans le cadre de sa politique de sensibilisation au design, la politique en faveur du design, elle accompagne
du coup ce programme. Je vais laisser Vincent du coup introduire Valérie Montandon et puis son implication effectivement dans le cadre de ce programme Coquille Labs. Alors, deux adresses importantes oui. qui sont affichées à l'écran, hein, si vous voulez les reprendre, qui vous permettent d'avoir plus d'informations sur le dispositif Coquille Labs. Je crois qu'il est temps de mettre l'accent sur l'aide de la région. C'est quelque chose de très précieux pour nous, on en est très fiers et très honorés parce que c'est une aide qui n'est pas, je dirais, une aide ponctuelle, c'est une aide qui est suivie. Ça fait déjà maintenant plusieurs années que la région s'investit dans ce programme, soutient financièrement les études de design que l'on lance dans le cadre de l'initiative Coquille Labs. Et donc je suis très content de pouvoir laisser la parole à Valérie parce que c'est grâce à toi Valérie aussi qu'on peut accomplir autant de choses aussi intéressantes. Merci Valérie. Merci beaucoup Vincent. Bonjour à tous. C'est un véritable plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir parler justement de travail. Sachez que donc en effet la région de France depuis 2017, en fait elle a fait voter au Conseil régional, c'est quand même une première, sous l'impulsion de Valérie Pécresse, la présidente, une politique stratégique en faveur du design pour justement favoriser la croissance et l'innovation auprès des entreprises. Alors depuis justement 2017, nous nous attelons à mettre en place cette politique et c'est vrai que tout le programme de Coquille Labs s'inscrit totalement dans la démarche que nous essayons de promouvoir auprès des entreprises et aussi des collectivités locales d'ailleurs. Ce qui est bien dans ce dispositif, c'est qu'il illustre tout d'abord c'est vraiment le design doit venir en amont de tout projet. C'est vrai que le gros challenge j'ai vu qu'on avait à faire, c'est d'expliquer aux entreprises et aux collectivités que le design, c'est pas simplement la petite touche qui arrive à la fin, le super touche qu'on choisit à la fin d'un parcours, mais qu'au contraire, il faut le mettre en amont de tout. Et justement, c'est le but de Coquille Labs. Et puis aussi, peut-être aussi de faire comprendre, ça c'est aussi le deuxième challenge, que le design, c'est pas simplement le mobilier, parce que souvent c'est associé à du mobilier, notamment mobilier de luxe, mais qu'au contraire, c'est vraiment de la technologie et que le design est le lien entre l'usage et la technologie. Et là encore, Coquille Labs, ça s'inscrit totalement dans cette démarche. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux de suivre et de financer ce programme. Alors sachez que la région de France, au-delà de tels dispositifs qui ont lieu à l'innovation et d'accélération de projets, on finance aussi, on a plusieurs dispositifs d'aide aux entreprises. Il y a toute une gamme Hub que je vous invite à voir sur le site de la région, et notamment deux aides qui sont Innovote et Prototype Hub, qui peuvent vraiment aider tous ceux qui parcourent Coquille Labs à continuer justement à se développer. Je prendrais l'exemple, par exemple, d'une société, d'un projet qui est Alphaï, qui a justement été accompagné par Coquille Labs et ensuite qui est rentré dans le programme, qui avait été lauréat de notre fameux Innovote. Il a réussi justement à continuer à avoir des frais et des aides pour pouvoir développer son projet. C'était, je sais que Vincent aura certainement l'occasion d'y revenir dessus, parce que de toute façon, Coquille Labs a vraiment accompagné depuis le début. Mais c'est vrai que ça a d'abord témoigné en fait de cette continuité qu'il peut y avoir entre Coquille Labs et puis d'autres dispositifs de la région, comme Innovote, et puis surtout de montrer tout l'apport du design, puisque c'est l'histoire d'un petit robot en fait qui est lié à l'aide, en fait à la compréhension de l'intelligence artificielle, et qui grâce à vraiment à une étude de design approfondie a réussi à le développer dans de meilleures conditions. Prototype et puis aussi ce dispositif Prototype est vraiment, j'allais dire, l'essence même et l'ADN des designers, puisque dans ce premier designer, quand il a un projet, souvent il passe par les étapes de prototype. Et donc voilà encore un dispositif auquel je vous invite à vraiment étudier et à postuler. Nous avons, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est disponible sur une plateforme numérique qui a été mise en place par la région de France, qui est le Hub du Design, où là, vous pouvez retrouver toutes les aides, mais aussi tous les témoignages, parce que nous travaillons beaucoup à mettre en avant les témoignages des entreprises où justement le design a fait un apport en valeur ajoutée, en croissance, en emploi. Donc là encore, je n'ai pas le temps de tout vous détailler, mais en allant sur cette plateforme, vous pourrez voir en effet tout ce que nous mettons en place et tous ces témoignages d'entreprises. Et puis j'ai envie de vous dire que aider les entreprises à innover par le design, bien sûr, c'est notre objectif, mais on ne serait pas crédible ni porteur si on ne s'appliquait pas à soi-même. Et c'est vrai que la région de France, encore sous l'institution de Valérie Pécresse, a décidé d'intégrer le design dans ses propres compétences. Et c'est vrai qu'on a commencé à former et sensibiliser les agents pour que le design devienne une sorte aussi de réflexe, un peu comme l'ont été l'année précédente les normes HQE. Le but, c'est que les agents, chaque fois, et ces personnes, les acheteurs qui travaillent au projet, aient ce réflexe design en amont, toujours.
et puis bien sûr aussi de l'appliquer, comme j'ai dit, à nos propres compétences. Et l'année dernière, on a lancé, c'est très emblématique, très illustratif cette volonté, un appel à projet sur le CDI du futur, qui en fait est un appel à projet auprès des designers pour la concrétisation d'un CDI qui pourrait être applicable à tous les lycées. On a pris 6 lycées pilotes, et voilà, l'appel à projet a été lancé, on a eu un lauréat, et on est très content de commencer toute cette rénovation et cette concrétisation d'un CDI du futur avec un designer qui va piloter tout, qui va réussir à intégrer les nouveaux usages pédagogiques, les nouveaux usages des matériaux. Et voilà, on est très fiers de se dire qu'on a intégré en amont de nos compétences cette démarche design. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir tout ça, j'en parlerai 2 heures, mais je ne peux pas. Donc sur notre aussi sur le site de la région, mais aussi sur le hub design.com. Merci à tous. Merci beaucoup Valérie pour ce témoignage. Moi je relève une chose vraiment importante que tu as mentionnée, c'est le fait que la région s'inscrive, et nous-mêmes d'ailleurs, s'inscrivent sur le long terme. C'est pas simplement une opération qu'on mène une fois, mais c'est des accompagnements qui accompagnent un projet de recherche de sa prématuration jusqu'à sa maturation et jusqu'à la création de la start-up. Et ça, je pense que ça mérite d'être souligné. Alors, le design dans l'appel à projet Pokin Labs, ça prend des formes extrêmement diversifiées. Vous avez sur l'écran un certain nombre de références, d'exemples de projets accompagnés. C'est extrêmement diversifié. Il y a 275 laboratoires dans l'Université Paris-Saclay. C'est autant de possibilités de projets de recherche. Et ça donne, je dirais, l'éventail des missions qui peuvent nous être confiées dans le cadre des Pokin Labs. Il y a quand même des grandes typologies. 3 grandes typologies de projets d'accompagnement en prématuration. C'est du design de produits, c'est quand même un grand classique. Ce sont aussi des actions, du design d'interface, user experience, user interface. C'est vraiment les 2 grandes branches. Mais on est aussi confronté parfois à des projets qui sont très très en amont, très complexes sur le plan, même sur le plan scientifique, et qui nécessitent aussi d'être, on va dire, de faire l'objet d'une forme de médiation quasiment, de médiation scientifique. Donc certains projets, dans le cadre des Pokin Labs, sont aussi des projets presque de pédagogie par rapport au programme qui est développé, qui n'est pas facile à faire comprendre. Donc c'est vraiment les 3 grandes missions, hein. C'est produit, UX, UI, et puis également des projets de médiation. On pourrait faire défiler des images comme ça pendant de très longtemps. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit focus sur ce programme. Valérie Montandon en a parlé tout à l'heure. Il s'agit d'une start-up qui s'appelle Learning Robots, qui a lancé un premier produit qui s'appelle donc Alphaï. C'est un projet Pokin Labs que nous avons accueilli, je dirais, au Design Spot avec beaucoup d'enthousiasme, et puis et sur lequel on est intervenu dès le début, vraiment dès la naissance, on va dire, du projet, de ses premiers concepts. Alors, c'est un petit robot amusant qui est destiné à des publics plutôt écoliers, lycéens, et d'apprentissage de l'intelligence artificielle. Comment fonctionne une intelligence artificielle? Et ça va jusqu'à la possibilité de programmer le premier algorithme de learning machine par des étudiants. Donc qui va piloter, qui va apprendre un certain nombre de tâches à ce petit robot. Donc on est intervenu au début par une simple, entre guillemets, étude de design de produit, qui nous a quand même beaucoup occupés. Et puis devant la vitesse à laquelle ce projet avançait, on a été jusqu'à réaliser l'étude mécanique. Et puis ça a été le premier pas d'une longue marche, je dirais, parce qu'ensuite on s'est penché sur les accessorisations. Ces robots peuvent se mouvoir dans des arènes, on a dessiné les arènes avec un certain nombre de contraintes. Et puis il s'est posé très vite des problématiques de branding, de marque, avec l'identification d'une start-up, et puis des produits, et comment on allait les décliner aujourd'hui et pour l'avenir. Et puis les applications sur les packaging.
Et puis maintenant, on travaille sur, qui était un assez gros morceau, c'est pour ça qu'on l'a mis un petit peu en retrait, sur la partie UX/UI. On travaille actuellement sur la refonte de toute l'interface utilisateur de ce robot. Et on commence à bosser également on commence à réfléchir sur les futures gammes, avec le porteur de projet qui s'appelle Thomas Denis. Je crois qu'il est temps maintenant de faire parler des gens qui sont ici avec nous, donc Christian Bolsmacher du CEALIST et puis Samuel Akocheberry. Ils ont tous les deux une particularité dans les programmes Talking Lab, c'est que Christian, c'est la première fois qu'il travaille avec un designer, ça n'est jamais arrivé, et puis Samuel, c'était la première fois qu'il travaillait avec nous, Design Spot. On se connaît depuis quelques temps quand même, Samuel, mais on n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble dans le cadre de l'Université Paris-Saclay. C'était donc aussi une première un peu pour toi. Voilà. Donc ils vont pouvoir nous faire part de ce vécu, de ces premières expériences. Christian, c'est à toi de dire. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à cette table ronde. Et avec Samuel, nous allons vous donner un retour d'expérience de la rencontre, de la recherche avec le design, qui était une nouveauté pour moi, et je pense pour Samuel aussi. Juste pour une petite introduction, je suis ingénieur-chercheur au CEALIST dans le laboratoire d'interface sensorielle et ambiante dirigé par Margarita Anastasova. Et c'est quoi la spécialité de ce laboratoire? En fait, on fait la conception des interfaces en machine, mais centrée utilisateur. En fait, c'est une boucle qui commence souvent avec une analyse de l'activité utilisateur, et à partir de cette analyse, on fait la conception de l'IHM, on fait la prototypage rapide, l'optimisation de l'IHM, une évaluation utilisateur et à la fin une boucle d'itération et de validation. Vincent, est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Et quelques exemples applicatifs. En fait, on travaille sur des interfaces multimodales, ça veut dire haptiques, visuelles et auditives. Et quelques réalisations, ce sont par exemple des interfaces haptiques reconfigurables pour les véhicules, comme des boutons rotatifs. Un retour haptique localisé et multitouch pour les écrans tactiles, un son immersif et directionnel, la réduction du bruit, le filtrage des vibrations, le contrôle industriel, l'haptique portable, des simulateurs haptiques, par exemple pour la chirurgie, et l'éducation. Vous pouvez voir, c'est assez varié. Et ici, on va faire un petit focus sur une technologie qui s'appelle le filtrage inverse spatio-temporel. C'est assez abstrait. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça permet de contrôler le déplacement hors plan d'une surface qui est équipée avec plusieurs actionneurs. Et qu'est-ce que ça permet de faire? C'est quand il y a une surface qui vibre, il y a déjà plusieurs sources, on peut dire. En fait, c'est un déplacement qui est assez chaotique, et ce filtrage, ça permet de contrôler à un certain niveau cette vibration en phase et en amplitude. En phase, ça veut dire en position. En fait, la vibration qui varie, elle peut être en phase grâce à ce contrôle, ce filtrage inverse spatio-temporel. Cette techno, elle a été initialement développée par mon collègue Charles Hudin pour générer un retour haptique localisé sur un écran tactile. Et à partir de 2017, on a fait une extension de cette brique technologique pour contrôler un flux audio en temps réel. Et c'est là où s'est né le projet Sounds. En fait, on a développé cette technologie qui permet donc de homogénéiser la génération du son sur un spectre fréquentiel étendu, et qui permet de localiser aussi une source sonore sur une surface. Et pour pousser un peu plus cette techno, on a décidé de postuler en 2019 au Talking Labs de l'Université Paris-Saclay avec un projet qui s'appelle Sound.
Et l'objectif était de faire un prototype fonctionnel d'un haut-parleur, des enceintes surfaciques à contrôle spatial avec une électronique intégrée. Dans ce projet, c'était une collaboration avec la SATT Paris-Saclay qui faisait une étude de marché et avec le Design Spot et Samuel Akoseberi Studio pour faire un prototype, un démonstrateur fonctionnel. Voilà. Et ce prototype, ce démonstrateur, il a été réalisé par les ateliers Synapse. Comment c'est arrivé? En fait, on a fait une rencontre avec Samuel et Vincent et Johan au Design Spot. Et c'est là où on a cadré un peu mieux le projet. On a expliqué la technologie à Samuel. Et on a discuté qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut mettre en valeur cette technologie. Parce que, comme vous voyez, c'est assez abstrait, c'est un filtrage, c'est difficile à imaginer. Et on voulait mettre en place un démonstrateur qui permet de faire une démo qui parle à tout le monde, qui est plus facile à comprendre. Sachant que dans le cadre de la génération du son, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, c'est notamment les matériaux, les tailles des surfaces, le nombre des actionneurs, il y a plein de choses différentes. Et voilà, avec Samuel, on a décidé d'aller vers un objet assez spécifique et je vais laisser expliquer Samuel qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Merci Christian. Alors, je me présente, je suis designer produit industriel dans un champ assez large du design, espace, etc. Et donc j'étais invité par Vincent à collaborer sur ce projet avec le Design Spot. Donc c'était, pour moi, c'était extrêmement, ça a stimulé ma curiosité. C'est quand même un champ qui est assez de l'innovation, un lieu où se produisent énormément de choses assez pointues. Et donc j'ai rencontré Christian, voilà, avec toute l'équipe, on s'est extrêmement bien entendu déjà. C'est important dans le projet et j'étais fasciné par cette technologie voilà, qui s'occupe de développer ce projet spatio-temporel. Et donc mon rôle était de mettre en forme un objet qui va témoigner de cette technologie, ou la mettre en scène, la valoriser. Et donc l'idée c'est de bien comprendre la technologie qu'avait développée Christian. Je trouvais extrêmement intéressante et voilà, et après il y avait l'idée de matériaux, d'objets, etc. Et donc la résultante était de faire une sorte de démonstrateur qui permettait de faire mettre en scène un peu ce processus de recherche sur différents matériaux. Et donc on est parti sur un objet voilà, sur lequel étaient articulés différents éléments, possibilités de démonstration. Et donc, assez intuitivement, dès le départ, j'essayais d'avoir quelque chose qui pouvait formuler un peu une proposition formelle, et m'est venue voilà, l'idée de la corolle, de la fleur, de l'orchidée, un aspect un peu sculptural, quelque chose qui est recentré sur un élément, parce qu'il y avait une sorte de problématique avec, pas de pavillon, mais d'éléments qui pouvaient, avec différents matériaux, retranscrire différentes tonalités. Donc voilà, quand on voit sur les images des éléments d'inspiration, de matériaux qui se répètent sur une structure, ça peut être une forme d'armure, voilà, des éléments picturaux ou éventuellement sculpturaux, voilà, des éléments qui sont en plastique. L'idée c'était d'avoir à la fin quelque chose qui soit un petit peu, voilà, c'est une nouvelle technologie, donc il faut que ce soit quelque chose qui questionne, qui crée un peu un phénomène de surprise dans le design, c'est intéressant, et qui soit aussi également disruptif. Donc voilà, ces éléments d'inspiration, cette mise en forme, il y avait aussi, comment dire, en termes d'inspiration, ce que cela m'évoquait, c'était ces sortes
comme on le voit souvent dans des aménagements d'espace ou de répartition d'un orchestre. Voilà, on va avoir les cuivres à un endroit, les cordes, voilà, différents chants sur différentes zones, et je trouve ça intéressant de le répartir un peu plastiquement, de recomposer un peu cet ensemble autour d'un totem avec ces différents matériaux. Et donc l'idée, après, par cette mise en forme et en discutant un peu avec Christian sur les différentes modalités de mise en place du système, on ne voit pas, mais il a fait des tests sur différents matériaux qui m'avaient relaté, qui m'avaient témoigné sur du verre, il y avait entre autres du métal, des éléments carbone, du bois, etc. et tout ça. Après, il y a d'autres matériaux qu'on a essayé qui étaient moins intéressants. L'idée, c'était de voir ceux qui étaient les plus appropriés et dans une construction voilà, avec une certaine dimension, voir comment on pouvait s'articuler et ce que ça pouvait donner voilà, indépendamment, et après regrouper ensemble pour les faire fonctionner. Donc après, l'idée, c'est d'avoir, c'est peut-être là où tu peux en reparler, peut-être Christian, comment cet ensemble peut fonctionner. En fait, oui, cette techno, pour générer du son, ça dépend beaucoup de la taille de la surface et de la rigidité des surfaces. Et une grande surface, ça permet davantage faire les basses fréquences, comme le bois, qu'on voit là au milieu. Et une petite surface, ça se prête bien pour les aigus. Et là, avec Samuel, on a essayé d'assembler plusieurs types de surfaces à des endroits un peu stratégiques pour générer un son qui est assez riche et complet, et où chaque partie apporte une petite chose. Et voilà, et chaque surface a sa place dans ce projet, ce prototype. Et après, ce qui est intéressant dans la technologie, c'est que tu as un système de contrôle modèle où tu peux éventuellement faire varier les tonalités sonores ou les couleurs sonores selon les matériaux. Oui, c'est ça. En fait, cette techno, elle permet d'adapter un peu la tonalité et de générer un son qui est un peu différent du son naturel de cette surface-là. Et comme ça, on essaie de chanter un peu entre les différents comportements de ces surfaces. Et la vocation de cet objet-là, c'est une plateforme technologique qui, à terme, permettra aux intéressés, aux clients, de voir comment la techno peut s'adapter à plein de choses, à plein de matériaux, à plein de surfaces, à plein de géométries différentes. Voilà. Après, on peut parler de la phase prototypage. Oui, moi je pense qu'il faut peut-être aussi renforcer ce que tu viens de dire à l'instant, Christian, parce que le point de départ quand même de cette aventure, c'est de faire la démonstration d'un savoir-faire. Et cette démonstration d'un savoir-faire, on a voulu la faire de façon très appliquée, un peu spectaculaire. Et je me rappelle quand on discutait de ce projet au tout début ensemble, c'était l'idée de créer un objet qui frappe l'œil. On le voit une fois. Les futurs clients de cette technologie voient cet objet une fois, ils s'en rappelleront jusqu'à la fin de leur vie professionnelle. En gros. Non, mais plus sérieusement, il y avait vraiment la réalité de proposer un objet inattendu et disruptif par le design d'une technologie qui est elle-même aussi quand même assez disruptive. Et donc que cet objet évoque dès le début la capacité d'un savoir-faire du CEA et de Christian, à rendre toute surface, une surface quelconque, quelle que soit sa forme, sa géométrie, capable de restituer une qualité sonore de type hi-fi. Et ça, je pense que c'était vraiment important. Ça devient un outil de démonstration de savoir-faire, c'est aussi un outil de vente, en quelque sorte, de la technologie pour les... je pense qu'il est intéressant Samuel, tu proposais de parler de la phase prototypage. Ça peut paraître dans certains cas une phase un peu ingrate, c'est-à-dire une phase d'exécution. Tout bêtement, on dit bon ben voilà, il y a des plans, il y a une définition, et puis j'exécute. Là, je crois que dans le cas présent, ça n'a pas été comme ça. Ça a été, je crois, une phase très importante dans le projet,
et dans l'élaboration du produit final. Oui, quelque chose qui est intéressant, je trouve, dont on peut parler, c'est que souvent on imagine que les projets d'innovation sont développés dans des laboratoires super innovants, avec des super matériaux, des outillages de dingue, etc. et tout ça. Et en fait, c'est souvent plutôt une sorte de, entre guillemets, de cuisine ingénieuse. Il y a un côté, il y a une connaissance technique assez pointue, mais il y a quand même une part un peu empirique un peu dans le projet. Et souvent artisanal, parce qu'on commence à travailler avec des savoir-faire, des matériaux que l'on connaît, et donc avec des gens, des artisans, des ateliers. Et en fait, la vraie part de l'innovation, c'est là où c'est intéressant, parce qu'on est quand même dans le CEVA, il y a des projets qui sont assez pointus, qui vont assez loin, et en même temps, on a quand même besoin de gens qui font avec des matériaux, et c'est eux-mêmes qui développent souvent cette part aussi innovante de matériaux et de process aussi, qui sont après repris par l'industrie, voilà, et qui sont optimisés, etc. Mais on va dire, le cœur de départ, ça reste quand même un prototype, on expérimente, on construit, on déconstruit, on refait, on remonte, etc. Ça prend un petit peu de temps. Et cette aventure est souvent intéressante. Alors des fois, il y a des voies un peu qui mènent, des voies sans issue. D'autres sont des surprises. Voilà. Et puis après, voilà, avec l'intelligence aussi des artisans, des ateliers avec lesquels on travaille, en discutant conjointement sur le process technique et aussi avec celui qui est au cœur de la maîtrise de la technologie, comme Christian par exemple, qui est chercheur ingénieur. Ça donne des choses, des discussions qui sont riches et petit à petit on arrive à faire progresser le projet. Et après, bien sûr, ça a une incidence sur la forme, sur les modules, sur la structure, et on réadapte, on redessine, et on fait un peu une proposition qui semble tenir la route, qui matérialise. Par le prototype, c'est la première intention. Et après, on imagine que il y aura toujours des choses à faire évoluer, autant de par la technologie intrinsèque, et après aussi en travaillant concrètement sur les matériaux qui relatent le résultat final, quoi. Donc c'est intéressant, c'est à la fois il y a un côté macro et micro dans la technologie, je trouve toujours intéressant. Puis le dialogue entre tous pour faire converger les connaissances pour avoir une solution optimisée. Une chose qui se vérifie une fois de plus, je dirais, dans ce projet, qui a été mené principalement par vous deux, même si on y était bien sûr associés. Une chose que je relève, c'est le côté alchimique aussi des rencontres. C'est-à-dire qu'un bon projet, c'est aussi des gens qui ont envie de travailler ensemble et qui viennent d'univers très différents et qui pour autant trouvent un terrain d'entente et de collaboration qui est fructueux. Et ça suppose aussi une forme d'ouverture d'esprit de part et d'autre. Alors on a toujours l'habitude de dire oui, les designers, c'est des gens, ils sont comme ça, non, on est comme tous les autres d'une part. Et c'est pas que du designer que ça vient aussi des porteurs de projets. Moi je dois avouer que, étant impliqué et à la fois un peu spectateur du programme, je trouve que Christian s'est jeté à l'eau, quoi, en quelque sorte. Il s'est mis dans le bain et il s'est pris au jeu, je pense, de cette expérience. Et c'est aussi grâce à des attitudes, on va dire, d'ouverture de ce type, que les projets arrivent à des résultats qui sont vraiment impressionnants, quoi, je dirais, en termes d'impact visuel, etc. Ça n'aurait pas pu se faire si on avait eu un porteur de projet trop geek, quoi, en quelque sorte. Donc c'est vraiment, je crois, un élément important on va dire, de toute collaboration. C'est l'envie aussi de découvrir, quoi. Ça, je crois que ça a été, tu t'en parlais, Samuel, mais je pense que ça a été vraiment commun à tout le monde, y compris jusqu'au celui Renaud qui a accompagné, qui a réalisé la partie prototypage, qui lui-même est rentré dans une démarche presque un peu de recherche. Tout à fait. En fait, c'est une rencontre, malgré les profils de chacun, c'est des rencontres de créatifs entre guillemets. Comme dans sa démarche, un peu de travail d'expérimentation qu'avait présenté Christian, on fait voir avec ses matériaux, les bricolages qu'il avait fait, etc. et tout ça. Il y a déjà dans l'idée de construction, d'expérimentation. Donc là, c'est un terreau sur lequel qui me parle et on se reprend. Après, il a la capacité à vulgariser sa technologie, donc forcément, ça aide pour moi à l'assimiler plus facilement. Et après également avec l'artisan qui était Bruno Clamier, qui est extrêmement curieux, sensible à tout ce qui est son, etc., et sur de la musique. Donc du coup, lui, naturellement,
était quelque part lui aussi acculturé à cet environnement. Ouais. Donc on était tous un peu en harmonie autour de ce projet. Et la rencontre humaine, voilà, la facilité de communiquer, la curiosité, je pense, partagée de chacun, a fait le lien. Voilà. C'est essentiel, c'est sûr. Et pour un chercheur, ce qui est intéressant, c'est l'approche de Samuel, un designer, comment on attaque un sujet comme ça pour avoir l'inspiration, l'imagination. Ça, c'était assez nouveau pour moi, finalement, parce que nous, c'est plutôt du technopush, on essaye de tout comprendre et on ne laisse pas trop la place à l'imagination. Et c'était intéressant de voir avec ces fleurs, par exemple, ou cette armure, comment on peut arriver à un objet bien travaillé, voilà, et qui répond au cahier de charge qu'on a donné aux mises en place au début. Ouais. C'est vraiment important ce que tu viens de dire, parce que je crois que c'est de la rencontre de mondes différents que c'est des hybridations. Hein. La richesse vient de là, en quelque sorte. Et je pense que c'est vraiment un sujet majeur que tu viens de dire, là, que tu viens d'expliquer. C'est pas toujours facile, je pense. Non, je pense que c'est pas facile, parce que c'est un autre monde. Je pense tout l'apprentissage, c'est différent en fait. On n'est pas programmé comme ça, et c'est vraiment deux mondes différents, mais c'est intéressant, et je pense qu'on peut beaucoup apprendre de cet autre monde aussi. Et je pense que ça s'applique dans les deux sens. C'est vraiment intéressant. Ok. Je propose peut-être d'aller, il y a encore 2-3 slides sur la phase de la réalisation. Voilà, en fait, évidemment, ça c'était pas étape. On a fait plusieurs, une surface après l'autre, avec des matériaux différents, et peu à peu, ça s'est assemblé. Et voilà, on est arrivé à ce prototype ici. Je propose on le découvre avec vous. Désolé pour les auditeurs, j'étais trop captivé par ce que disait Christian, et j'ai oublié de faire défiler les slides. Celle-ci arrive un petit peu tard. Alors, est-ce que toi tu veux commencer avec Vas-y, je t'en prie. Je peux encore rapidement expliquer comment ça marche. En fait, sur chaque surface, ici présent, on colle des actionneurs. En fait, ce sont des modules qui vont mettre en vibration la surface. Ils sont disposés d'une manière spécifique, et c'est eux qui vont injecter, qui vont générer la vibration qui se propage après dans la surface. Et après, on applique notre filtrage spatio-temporel, et ça homogénise la vibration. Et comme on a déjà dit, chaque surface ici a sa place pour faire un son bien arrondi. Et Samuel, je te laisse expliquer peut-être un peu plus pour... Ouais, donc après l'idée c'était en fonction des matériaux et des formes qui étaient définies. Là où après on pouvait placer les actionnaires, comment les répartir ensemble pour avoir une sorte d'homogénéité, sachant qu'en fait les surfaces vibrent et retranscrivent un son. Et autant sur la partie avant que sur la partie arrière, donc après il y a tout un jeu où en fait il faut disposer les éléments pour que ça soit relativement harmonieux. Et puis surtout la difficulté technique, c'est qu'en fait les surfaces vibrent, et en fait il ne faut pas qu'elles fassent vibrer la surface en elle-même, sinon ça peut venir polluer les vibrations sur les autres surfaces. Donc il y a tout un travail avec des éléments qui viennent absorber partiellement, et sur lesquels on vient disposer les actionnaires, et en même temps les éléments de maintien, etc. Après, voilà, il y a des matériaux qui sont plus faciles à gérer que d'autres. Carbone en l'occurrence, c'est moins compliqué, le bois aussi. Le verre, je crois que pour les réglages, c'est un petit peu familier. Et après, il y a cette partie bois qui doit retranscrire tout ce qui est base, de par sa forme et tout, puis de par sa surface, le matériau. Alors celle-ci, ça a été un peu pour, de par la taille, arriver à maintenir la vibration, et en même temps, sur le dispositif, ça a nécessité qu'on travaille un peu avec un élément qui est un élément d'interface à l'arrière qui permet de faire le lien avec la structure.
Ça nous a demandé un peu plus de développement. Et la partie avant, ici, qui est intégrée aussi, un autre matériau, donc une partie métallique. On veut sur un effet concave, donc voilà, ça donne des contraintes. Des fois, les éléments formels donnent des contraintes un peu à la question, puis des fois amènent un peu des solutions. Donc après, avec sa technologie, il peut corriger et faire en sorte d'harmoniser la surface et le son en fonction de là qu'il va le placer. Et après, il corrige après aussi avec ses réglages. Voilà. Du coup, cette surface en bois, elle est là, elle a pour vocation de générer les basses fréquences. Elle est grande parce que la longueur d'onde est relativement importante et c'est pour ça qu'il faut la surface pour que ça fonctionne bien. Et derrière, il y a une surface, une plaque en fibre de carbone avec une suspension intégrée, des lames intégrées qui permet de parfaitement découpler cette surface-là de la structure pour ne pas transmettre les vibrations dans la structure, ce qui peut générer un bruit un peu parasite. Pourquoi du bois? Le bois, c'est assez connu. Les instruments de musique, accords par exemple, ça utilise du bois parce que ça génère un son qui est quand même assez riche, de très bonne qualité. Et le bois, ça a des propriétés extraordinaires. C'est relativement rigide, mais très léger aussi. Et c'est presque le matériau idéal pour générer du son. Un autre matériau un peu plus technique, c'est la fibre de carbone. C'est très très raide, mais aussi léger, et c'est assez complémentaire avec le bois, et ça se prête aussi très bien pour la génération du son. Le verre, par exemple, c'est très rigide, mais beaucoup plus lourd, et là ça marche bien pour les aigus, mais beaucoup moins bien pour les basses fréquences. Et le métal, c'est un peu la même chose, c'est plutôt rigide, mais lourd. Ça s'approche beaucoup du verre côté comportement sonore. Mais tout ensemble, ça fait finalement un son assez riche. Je crois que ce qui est important de rappeler aussi, c'est que c'est un démonstrateur. Un démonstrateur, c'est fait pour convaincre des clients potentiels. Et moi, quand je vois le travail qui a été réalisé, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'intérêt que peut représenter les technologies, enfin la maîtrise de ces technologies, dans des champs d'application extrêmement variés. Il y en a un qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est les transports collectifs, où on a très souvent des qualités sonores très médiocres, avec des problématiques de placement, de non-spatialisation du son qui sont vraiment très dommageables, on va dire, pour le confort utilisateur. Moi, je l'ai entendu sonner, je peux vous dire que c'est adéquat. Enfin, là, évidemment, dans un événement comme celui-ci, ça n'aurait pas d'intérêt puisque tout passe par Internet, donc ça n'a pas de sens. Mais c'est vraiment de haute qualité. Et donc, être capable de faire vibrer de façon très spatialisée des surfaces quelconques, et ça de façon extrêmement discrète, je pense qu'il y a un potentiel assez extraordinaire. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu, nous, essayer de traduire avec cette étude design, c'est justement cette capacité un peu extraordinaire, avec un objet un peu extraordinaire, cette capacité à faire sonner n'importe quel type de matériau, de n'importe quel type de géométrie, de n'importe quel type de taille, avec certaines contraintes à respecter, certaines conditions, mais néanmoins cette capacité. Je pense qu'il est temps de laisser la place aux questions. Johan Montenot a récolté vos questions, les a normalement synthétisées s'il a eu le temps, et va nous les poser. Oui, alors il y a des questions assez classiques finalement qu'on se pose naturellement. Déjà, quand on voit le travail qui a été fait par Samuel, on peut se poser la question combien peut coûter au porteur de projet ce travail-là, donc d'accompagnement designer. Voilà, c'est une première question. Alors là, je peux vous dire que pour le porteur de projet, ça ne coûte rien, parce que c'est un financement de l'Université Paris-Saclay, c'est une aide de l'Université Paris-Saclay, et c'est justement le but du programme Talking Labs, donc d'aider l'émergence de projets qui ont un fort potentiel de valorisation. Donc ça ne coûte rien au porteur de projet. Ça ne veut pas dire que l'étude ne coûte rien. Les études coûtent, nous payons un designer, en l'occurrence ici, c'est nous qui avons financé les honoraires de Samuel. Et là, répondre sur la question du budget, c'est assez difficile de donner une réponse précise.
tout simplement parce que les projets sont extrêmement variés. Certains sont très complexes d'un point de vue scientifique, mais relativement simples en matière de résolution design, entre guillemets. D'autres sont très complexes également en matière de résolution design, ce qui fait que on réalise vraiment du sur-mesure. Donc, on arrive à accompagner des porteurs de projets dans le programme POC in Labs pour quelques milliers d'euros. La plupart du temps, c'est quelques milliers d'euros. Disons que, en général, pour donner une fourchette classique, c'est souvent un budget qui va tourner autour de 6, 7, 8 000 euros. Avec ça, on arrive déjà à faire pas mal de choses. Après, des projets sont plus difficiles, comme je l'ai indiqué, qui demandent plus de travail. Et là, pour le coup, on a des budgets qui peuvent aller jusqu'à 12 000 euros. Mais parfois, dans certains cas, on se contente, entre guillemets, parce que le programme n'est pas trop exigeant, de passer à quelque chose comme 3 000. Ce qu'il faut retenir, c'est que le montant moyen des études du coût d'études design dans un programme POC in Labs, c'est entre 6 et 7 000 euros. 6, 7, 8. Très bien. Donc ça, c'était plutôt sur la partie financière. Il y a aussi une question sur le temps. Alors du coup, par rapport au temps, c'est peut-être toi, Vincent, tu peux répondre, mais aussi Samuel et Christian. C'est déjà combien de temps dure une étude de design dans le cadre des POC in Labs. Et ensuite, la deuxième question, c'est quelle quantité de temps doit consacrer le porteur de projet. Question. C'est une bonne question. Je pense qu'il y avait peut-être 5, 6, 7 réunions de définition et après de suivi pendant la phase de réalisation. Finalement, pour le porteur, non, il n'y a pas beaucoup de temps à consacrer. En fait, on peut suivre plus ou moins comme on veut, mais ça se fait en quelques réunions. Mais ça dépend de la personne. On peut consacrer beaucoup plus, je pense. Mais il faut quand même suivre un peu pour canaliser, évidemment, les deux côtés, côté designer et porteur du projet. Et là, concrètement, on a passé combien de temps sur ce programme? On peut dire qu'on a passé, on a commencé en janvier, février, je crois, 2021, on termine là. Si je ne fais pas d'erreur, je pense avec toi c'était un peu plus tard, mais je dirais 3-4 mois, comme ça. En durée, avec quelques réunions. Voilà. Donc 3-4 mois, dans un contexte de recherche, c'est court. C'est court. On reviendra sur ce point-là un peu plus tard, je pense. C'est un sujet qui mérite d'être développé. 3-4 mois, l'expérience que l'on a nous, parce que là on parle du projet SAND, l'expérience qu'on a, c'est que certains projets prennent effectivement 2 mois minimum. En fait, c'est jamais moins de 2 mois. C'est 3-4 mois. Certains projets prennent plus de temps, soit parce que la technologie est moins mature, soit parce que c'est tout simplement un petit peu plus compliqué, soit parce qu'il y a des contraintes d'agenda aussi. Enfin, tout rentre en ligne de compte. Mais c'est surtout la maturité du projet qui parfois demande d'y consacrer plus de mois, je dirais. Dans tous les cas, un programme POC in Labs, c'est moins d'1 an. Dans tous les cas, puisque après, on passe à la génération suivante. Très bien. Et question, à quoi sert concrètement une intervention design dans le cadre des POC in Labs? Quel est est-ce que tu peux nous apporter ton témoignage? À quoi ça t'a servi concrètement? En fait, ça m'a permis déjà de mieux situer ma techno dans un futur produit avec toutes les contraintes d'intégration, parce que nous, souvent, les chercheurs, on idéalise un peu la techno. En fait, on ne va pas se mettre des bateaux dans le roue et on cherche des matériaux, des surfaces, n'importe qui se prêtent bien pour la techno. Là, sur quelque chose qui est plus proche d'une application, d'un produit, on est forcé d'être un peu plus ouvert et ça challenge aussi la techno. Et du coup, je dirais, pour un chercheur, ça permet d'avoir cette ouverture et de voir comment la techno, elle fonctionne dans un cadre un peu plus réel. Très bien. Merci. Et par rapport donc à ce travail de design, donc il faut s'assurer,
bien sûr, on travaille avec des designers professionnels, mais on est là, le Design Spot, qui est là pour assurer justement le suivi et la pertinence de la réponse. Parce que, voilà, c'est ça la question. Je crois que je peux répondre à cette question. La pertinence du suivi, on en est le garant. Le Design Spot en est le garant, en quelque sorte. Simplement, on ne travaille pas toujours avec les mêmes designers. Parfois, sur des projets relativement simples, on travaille avec des designers qui peuvent être assez juniors. Ils ont besoin d'être encadrés. Dans ce cas-là, le Design Spot assure la direction de création. Et donc, encore une fois, est donc garant de la qualité de la solution à la fin. En revanche, sur certains projets, on peut missionner des designers qui sont expérimentés. C'est le cas, par exemple, de Samuel Akocheberry, et sur lequel notre plus-value va être moins significative. Dans ce cas-là, on a plutôt tendance à se mettre légèrement en retrait pour laisser, on va dire, le designer et le chercheur travailler le plus en direct possible, avec le moins de déperdition possible. Tout dépend des cas de figure. En fait, on s'adapte à chaque projet, on s'adapte à chaque situation. Mais l'idée, c'est que dans tous les cas, on est aux côtés du porteur de projet dès qu'il a un doute, en fait, en quelque sorte. Encore une fois, quand on travaille avec des designers expérimentés, ils savent aussi bien que nous faire un bon projet. Par contre, le porteur de projet, parfois, c'est pas très bien se positionner par rapport aux propositions du designer. Et là, on est là à ses côtés pour le conseiller, parce qu'on a aussi quand même, à force, pas mal d'expérience, engrangé pas mal d'expérience sur ces questions de design. Donc voilà. Et puis il y a aussi une autre partie qu'il faut bien voir, c'est que le design, ça ne s'arrête pas à un proto, un démonstrateur. Le design, c'est une projection d'une fabrication. Et souvent, les porteurs de projets qui sont des scientifiques sont dans leur domaine, mais sont très peu armés pour affronter les questions de fabrication. Or, nous, designers, on y a été, par notre expérience professionnelle, on y a été confrontés à de multiples reprises et on sait, grosso modo, on est capable donc de dégrossir des problématiques de fabrication à venir. Et ça influe beaucoup sur le conseil qu'on peut donner en matière de choix sur des propositions des designers. Celle-ci est vraiment intéressante, mais attention, quand il faudra passer en production, ça va peut-être être plus compliqué. Celle-ci peut paraître un petit peu moins attirante du premier regard, mais va avoir des effets, on va dire, très bénéfiques après quand on passera sur un niveau de production. Donc ça, c'est des conseils qu'on assure auprès des porteurs de projets en fonction, encore une fois, des situations de développement. On parlait de Learning Robots, je pense qu'on a été sur le sujet... je pense qu'on a été sur le sujet en toute modestie, entre guillemets, de bons conseils sur la façon de produire cet objet, de le réaliser, économie de pièces, économie de procédés rustiques, entre guillemets, qui permettent de lancer une production de façon qualitative, sans pour autant prendre des risques trop importants en matière de réalisation d'outillage, etc. Donc, voilà, c'est aussi notre rôle d'assurer ça. Et ça, c'est un rôle de conseil qu'on mène bien au-delà des programmes Pocket Labs. C'est un rôle de conseil qu'on assure de façon générale, mais qui va au-delà de la simple réalisation d'une étude de design. Et Samuel, du coup, quel intérêt il y a de travailler avec le Design Spot? Comme l'a expliqué Vincent, c'est vrai qu'en ayant un peu d'expérience, on sait piloter un projet. Après, c'est une interface Design Spot avec déjà une expérience aussi de travail avec des chercheurs. Ils connaissent leurs problématiques, ils leur permettent d'articuler des phases dans le projet, donc pour qu'on aboutisse justement à l'échéance, qu'on doit tenir quand même une période à laquelle on doit aboutir le projet en grande ligne. Et donc ça facilite, ils mettent de l'huile un peu dans les rouages. Après on fait des visites ensemble puis c'est intéressant, ça donne un retour aussi. Moi je trouve que c'est intéressant d'avoir un partenaire qui donne son avis. Et Vincent a de l'expérience dans le domaine du design. Donc voilà, c'est intéressant qu'il donne son avis, toi-même, Johan. Donc voilà, tout ça fait partie d'une équipe. Et ça permet d'avoir une réponse qui est appropriée et puis une fois de re-questionner et de réévaluer différents niveaux. Donc je trouve que c'est plutôt pertinent. Donc ça c'est le garant du projet, c'est un peu des garde-fous, enfin en l'occurrence il n'y en a pas trop. Mais en tout cas ça permet de fluidifier la dynamique et puis d'aller tout
tous à quelque chose qui soit abouti, dans un temps défini, et puis voilà, après avec des partenaires autour aussi qui vont réaliser ou autre les projets, donc c'est super, voilà, ça se passe. J'ai un petit point à rajouter là-dessus, c'est que le rôle du design SWOT, c'est de faire en sorte que des porteurs de projets utilisent le design et recourent à des designers pour les accompagner dans leur développement. On ne tient pas absolument, nous, au Design SWOT, à être présents tout le temps. On est là pour initier le mouvement. Et moi, je considère que la mission est d'autant plus réussie quand les porteurs de projets ont commencé à travailler avec des designers et ensuite continuent sans nous. Ça, c'est pour moi la meilleure des réussites. Ils n'ont même plus besoin de nous, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont convaincus de l'avantage. Je me rappelle d'un des toutes premières startups qu'on a accompagnées ici, quand on est vraiment au tout début, qui s'appelle Maple, ce sont des gens d'ailleurs remarquables. On les a mis en relation avec une agence de design qui nous semblait vraiment compétente pour traiter du sujet. On est dans le domaine du diagnostic en oncologie, chose assez pointue. Et depuis, ils ont continué, ils nous en parlent même plus. Et nous, au lieu de se vexer, au contraire, on applaudit parce qu'on se dit, on a fait le travail exactement comme il fallait. C'est-à-dire que le réflexe a été pris, ils ont compris l'intérêt et ils ont engagé une relation long terme avec des designers en autonomie. Et ça, je trouve que c'est la meilleure des positions auxquelles on peut arriver en ce qui nous concerne. En revanche, si un porteur de projet a besoin de nous à un moment donné, il sait qu'il peut frapper à notre porte, on sera quand même là. Et Camille, donc pour les Poking Labs, quel est l'intérêt d'intégrer le design? Eh bien, comme je dis, il y a plusieurs intérêts à intégrer le design, mais donc ça fait partie là, de Poking Labs, et puis on l'a montré, il y a vraiment un réel besoin de porteurs et puis de réelles conséquences donc, sur les projets, des impacts comme le projet Sound. Là, en l'occurrence, pour Poking Labs, c'est à la fois de sensibiliser les porteurs de projets justement au design et puis à la réalité du produit, du marché, en l'occurrence. Donc il y a une partie pédagogique, comme je le disais, et il y a également une partie d'accélération du transfert technologique dans le cadre donc, du projet. Donc il y a de réels bénéfices à associer le design dans Poking Labs dans ces étapes-là, une prématuration, donc en amont de la maturation. Et puis on a une équipe qui est toujours formidable, qui travaille avec nous de manière très simple et très fluide, donc c'est toujours intéressant. Merci. Alors, je ne sais pas si Valérie, de ton côté, si tu veux poser une question, n'hésite pas. Je ne sais pas, non, je rebondis en effet sur le réflexe dont vous parliez tout à l'heure, sur le réflexe c'est pareil à la région de France, on veut vraiment initier un réflexe pour que les entreprises prennent en compte le design, comme je disais tout à l'heure en amont, et que ça devienne après quelque chose d'habituel, et donc c'est vraiment presque un rôle de bateau de salvin, et on se fait des disciples pour vraiment faire comprendre toute la valeur ajoutée que peut entraîner une conception de design dès le départ. Et pas justement en cours de route ou même jamais. Donc c'est un vrai challenge, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on s'y prête, on est vraiment content de continuer avec Poking Labs et des potes à promouvoir cette démarche. Je suis désolée, je vais devoir, hélas, vous quitter, j'ai d'autres obligations, mais je vais vous dire que je remercie toute l'équipe Design Spot pour son travail et vous dire que la région continue à être à vos côtés. Merci beaucoup Valérie. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci. Moi, j'ai plus de questions. D'accord. Alors, je pense qu'il est temps de peut-être faire une espèce de conclusion sur ce qu'on a entendu. Si je me lance comme ça, et fort des différents accompagnements qu'on a menés dans ce contexte-là, Poking Labs à nouveau, ça pose la question du timing de l'intégration d'un designer. C'est très souvent ce dont on se rend compte dans les toutes premières rencontres avec les porteurs de projets. Je pense pas trop avec toi, Christian, mais ça nous arrive assez régulièrement. Le porteur de projet a coché la case accompagnement design sans trop savoir à quoi il allait s'exposer. Et il y a souvent un questionnement, c'est mais est-ce que vous n'êtes pas là trop tôt?
quelque sorte. Moi, j'ai toujours pas fini mon truc, c'est pas encore stable, etc. Est-ce que vous n'arrivez pas trop tôt? Et ça, c'est une question importante, c'est la question du timing de l'intégration du design dans un projet en soi et dans un projet de recherche particulièrement. Et ce dont on peut se rendre compte, c'est que ce questionnement, à la fin, il a plus vraiment lieu d'être. C'est-à-dire que nous savons pertinemment, quand on rentre une démarche design dans un projet qui est aussi en amont en termes de recherche et de conception, on sait pertinemment que le résultat ne sera peut-être pas celui qui sera commercialisé à la fin quand une startup aura été créée. Mais ce que l'on sait, c'est que le projet va prendre un visage inattendu, et que ce visage inattendu il va permettre de convaincre des partenaires. C'est-à-dire que quand un chercheur, je reviens, je me tourne vers Christian, mais quand je voyais la slide où tu présentais ce que c'était que le filtrage spatio-temporel inverse, c'est pas facile d'expliquer ça à des financeurs. C'est pas facile de convaincre des financeurs d'aller plus loin, des partenaires quels qu'ils soient, une SAP, une société d'accélération et de transfert de technologie, un incubateur, etc. Parce que le projet est un petit peu présenté de façon un peu aride ou pas suffisamment claire. Le simple fait de passer à la forme, c'est-à-dire de matérialiser une technologie, permet de comprendre son potentiel commercial. Même si demain, après-demain, le projet changera parce qu'il n'était pas encore suffisamment stable, il n'empêche qu'il aura atteint un stade on va dire de crédibilisation, de conviction qu'il n'avait pas sans le design. Et ça, c'est déjà un élément majeur. Donc en fait, très souvent, nous, quand on est dans un programme de prématuration, très en amont donc, on ne cherche pas forcément à faire le produit commercial. On cherche simplement à l'amener à un stade où il va devenir convaincant. Et ça, je pense que c'est un élément vraiment important. Et je pense que c'est un des bénéfices majeurs de l'introduction du design très en amont, type Pokin Labs, c'est justement de pousser le projet à un stade dans lequel il n'aurait pas été sans design. Et ce stade, c'est celui de la qualité de la mise en forme, en quelque sorte. Ça permet de projeter, ça permet de comprendre, et ça, au-delà de spécialiste à spécialiste, y compris avec des gens qui n'ont pas le background scientifique suffisant. Je pense notamment, par exemple, à des financeurs. Donc ça, je pense que c'est un bénéfice considérable. Je crois que par effet induit, je pense aussi que dans de nombreux cas, ce pouvoir de conviction, il arrive sur le porteur lui-même. C'est-à-dire que le porteur du projet voit son projet matérialisé de façon la plus qualitative possible, et tout d'un coup, il comprend que son objet, enfin son projet, a une valeur qu'il n'avait pas perçue forcément au début. Il y a aussi un effet de motivation induit pour le porteur du projet. Quand on a bien travaillé, on espère qu'on travaille bien la plupart du temps, quand on a bien travaillé, il y a une certaine fierté du porteur de projet aussi par rapport à ce qu'il pose sur la table. Et ça, je crois qu'il y a donc une double motivation. Une motivation auprès de financeurs, de partenaires éventuels, quels qu'ils soient, et une motivation personnelle même. Ça, je pense que c'est un des bénéfices du design dans le cadre d'un programme comme Pokin Labs, qui est encore une fois très très en amont. Et puis, il y a un autre bénéfice important, je pense, tu en as parlé tout à l'heure, c'est que très souvent, quand on est en face, quand on dialogue avec des chercheurs, ils aiment bien utiliser le conditionnel. C'est une image, mais ils aiment bien utiliser le conditionnel. Ah ouais, on pourrait faire ci, et puis ce projet, mais si je développe ça, je pourrais peut-être aussi faire. Et puis si on travaille là, il se pourrait qu'on puisse, etc., etc. Parce que c'est un travail de recherche, et donc on essaye d'éviter de fermer les portes. Nous, quand on intervient, on oblige, on contraint presque, en quelque sorte, le porteur du projet à faire des choix. Parce que le simple fait de matérialiser de façon qualitative quelque chose oblige à, on va dire, statuer. Et on passe du conditionnel, ah ça pourrait faire ci, oh ça pourrait faire ça, on pourrait aussi, au présent. Ça fera ça, ça fait ça, ça sera comme ci, ça sera comme ça.
Voilà. Et ça, ça donne du rythme dans le processus d'élaboration d'un projet. Ça rythme très fortement et ça oblige à prendre des décisions, ça oblige à arrêter des éléments et donc de progresser. Je le répète, même si à la fin, peut-être que le produit commercial sera très différent du stade auquel on arrive en fin de Pokina. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'amener le projet à un stade où il va être plus convaincant. Et puis il évoluera après au fil de l'eau en fonction des besoins. Mais ça, donc je pense que le design est une façon de catalyser un projet de recherche. C'est une façon d'accélérer les résultats. Et ça, je crois que c'est un des éléments vraiment extrêmement positifs de l'intégration du design aussi en amont dans un programme comme les Pokémon. Donc pour résumer, c'est effet de motivation fort pour des partenaires potentiels, effet de motivation induit pour le porteur du projet lui-même, du moins on l'espère, et puis séquencement un peu obligé du projet avec des décisions, on arrête les choses et on avance et on aboutit à un résultat. On a parlé à plusieurs reprises du programme Learning Robots Alpha I tout à l'heure. J'espère que Thomas Deneux ne m'écoute pas, mais je pense que si on n'avait pas été là, il n'aurait pas été aussi vite. On a contraint, on a obligé. Et au final, la start-up est créée dans un temps rapide. Mais c'est pas qu'on prenait plaisir à le faire, c'est simplement qu'on avait besoin de réponses pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer la start-up, lancer le site, avoir un logo, etc. Et on l'a mis dans une situation dans laquelle il était peut-être à son corps défendant, ou consciemment ou inconsciemment, mais obligé de prendre un certain nombre de décisions, les unes derrière les autres. Et aujourd'hui, c'est une start-up, elle est créée, elle vend ses produits, elle commercialise, on commence à réfléchir à la gamme d'après. Ça, je pense que ça a été extrêmement vertueux. Voilà une forme de conclusion, je dirais, de cet événement qui, je le rappelle, s'inscrit dans le cadre de la France Design Week. Je remercie très très sincèrement Valérie Montandon d'avoir pris le temps d'être parmi nous, même à distance. C'était malheureusement impossible pour elle d'être là présente physiquement, mais elle a tenu à participer. Je pense que c'est une preuve de plus de l'implication, de son implication dans nos projets. Bien entendu, je remercie ici beaucoup et très sincèrement Camille Keinec d'avoir fait le trajet jusqu'ici. C'était un petit peu moins loin. Un petit peu moins. Christian Bolsmarer qui porte le projet SAND, et puis Samuel Apicheberry qui a donc il a voulu aussi faire le déplacement de Paris jusqu'ici. Encore une fois, ça montre l'implication de Samuel dans ce projet. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de fermer cet événement. J'espère que celui-ci a pu vous intéresser. Et je vous donne rendez-vous vraiment à bientôt, le plus tôt possible. Merci.